Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Europe. Ici, la flotte fantôme russe continue d'opérer dans les eaux européennes, s'appuyant sur des détours, l'ambiguïté et l'hésitation pour maintenir la circulation des pétroliers malgré les sanctions et les interventions sporadiques du continent. Cependant, ces derniers jours, les Européens ont commencé à monter à bord des navires, à retenir des cargaisons et à forcer des bâtiments à quitter leurs itinéraires, non pas au cas par cas, mais dans le cadre d'une opération de répression coordonnée à grande échelle sur deux mers. Sur les routes maritimes nord et sud de l'Europe, les navires de la flotte fantôme russe continuent de traverser les passages méditerranéens, les accès à la Baltique et les ports européens qui ont soutenu le commerce de contournement des sanctions depuis le début de la guerre. Ce qui a changé, c'est que ces navires sont désormais arrêtés directement et à la chaîne par les États européens, dans des zones auparavant évitées, sans aucun effort visible pour contenir le précédent que cela crée. Récemment, la France a intercepté un pétrolier de la flotte fantôme russe en Méditerranée, l'arrêtant en pleine traversée sur une route longtemps considérée comme moins exposée que les eaux du nord de l'Europe. Des unités navales françaises se sont approchées du navire, lui ont ordonné de ralentir et ont mené une opération d'arraisonnement en mer, plaçant du personnel à bord pour interroger l'équipage et examiner directement la documentation maritime. Une fois le contrôle établi, le pétrolier a été détourné de sa route initiale et retenu pendant la poursuite des inspections, l'empêchant de reprendre son voyage et le retirant de la circulation commerciale. L'opération s'est déroulée sans résistance et sans qu'aucune intervention extérieure ne vienne en modifier l'issue. Peu après, une action similaire a eu lieu en mer Baltique, lorsque les forces navales allemandes ont repéré un pétrolier lié à la Russie transitant par l'un des corridors maritimes les plus surveillés d'Europe et se sont rapprochés jusqu'à ce que toute progression devienne impossible. Le navire a alors changé de cap et quitté la zone, abandonnant son itinéraire prévu plutôt que de risquer une détention par les autorités allemandes. L'incident s'est conclu par la sortie complète du navire de la zone de transit, acceptant ainsi des retards et des coûts de réacheminement pour éviter un arraisonnement dans les eaux confinées du Nord. La répression s'est ensuite étendue des eaux libres aux infrastructures portuaires, les autorités italiennes ayant retenu un cargo transportant des marchandises liées au commerce russe, bloqué son départ et lancé des inspections qui ont immobilisé le navire. Avec le bâtiment maintenu à quai, le mouvement des marchandises a cessé, les équipages ont été contraints de rester à bord et le navire a été saisi sous juridiction italienne pendant l'examen de la documentation et de la conformité. La détention ne s'est pas appuyée sur des avertissements ou des sanctions futures, mais sur la prise de contrôle physique immédiate du navire et de sa capacité à naviguer. Pris dans leur ensemble, ces actes marquent une perte de liberté de mouvement pour la flotte fantôme russe, les États européens cessant de considérer la répression comme un risque exceptionnel pour en faire un usage normal de leur autorité. Avec la France qui restreint les mouvements en Méditerranée, l'Allemagne qui perturbe le transit en Baltique et l'Italie qui refuse l'accès aux ports dans le sud de l'Europe, l'espace dans lequel ces navires peuvent circuler sans interférence s'est considérablement réduit. Il n'existe plus de moyens fiables de se dérouter et de poursuivre, seulement des itinéraires plus longs qui augmentent l'exposition, retardent les calendriers et accroissent la probabilité d'être interceptés avant la fin du transit. À mesure que les autorités européennes procèdent à ces interceptions sans faire face à une escalade ou à des représailles, l'hésitation disparaît de leur côté, ce qui permet d'accélérer la répression, tout simplement parce qu'arrêter un autre navire ne semble plus être une décision à peser avec précaution. La Russie n'a pas réagi de manière à modifier cette dynamique, aucun escorteur n'est déployé dans les zones de saisie, aucune tentative n'est faite pour entraver les arraisonnements et aucune escalade ne vient augmenter le coût pour les États européens qui appliquent ces mesures. En laissant ces actions sans réponse, Moscou ne contre pas la pression mais la laisse se poursuivre dans les mêmes conditions, chaque nouvelle interception s'inscrivant dans un contexte déjà façonné par les précédentes. Globalement, l'application des sanctions européennes a réduit la capacité de la Russie à faire circuler des navires sanctionnés sans interruption à une marge étroite et instable. L'espace qui permettait aux opérateurs d'attendre, de se dérouter ou de miser sur la prudence s'est réduit au point que le simple fait de se déplacer comporte désormais un risque prévisible. Cela importe, car une fois la liberté de mouvement perdue, elle ne peut être restaurée ni par le temps ni par la négociation. À partir de là, il est essentiel de maintenir la pression, tandis qu'un retour en arrière exigerait une initiative que la Russie n'a, jusqu'à présent, pas choisi de prendre. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.